Alors, je suis à Mexico, je débarque, voilà, j'ai la grande place et la cathédrale sous mes yeux. Vous voyez pas grand-chose, c'est brumeux. Et l'actualité d'Europe me suit ou me poursuit, puisque je viens de voir qu'une conférence que devait faire Caroline Eliachev sur son bouquin avec Céline Masson dans un café culturel plutôt sympathique de Bruxelles a été interrompue par des jeunes cagoulés et qui traitaient cette manifestation de transphobe. Et c'est émouvant parce que pendant que la conférencière se plaignait d'avoir été interrompue dans une série de conférences qu'elle commençait à faire chaque fois, la voilà qui est interrompue. Comme on dit, c'est une sorte de performatif. Et elle désigne la plaie et la plaie se produit. Et bien sûr, c'est scandaleux. Et ce que j'ai beaucoup regretté, c'est que la sidération qui s'ensuit, parce que toujours les groupes violents, terrorisants, comptent sur la pétrification. J'ai regretté que cette sidération n'ait pas permis d'appeler la police et de la mettre face à ce délit manifeste. Bien sûr, vous me direz, la police ne serait peut-être pas venue, elle serait peut-être venue. Je connais des cas, j'ai l'exemple d'une jeune fille à Bruxelles qui est allée se plaindre à la police qu'elle avait été violée par un jeune de la diversité et les flics lui ont répondu qu'il fallait comprendre ces jeunes, qu'ils étaient frustrés, etc. Donc la police et l'instance de la loi n'est pas toujours au rendez-vous, mais ce n'est pas une raison pour s'abstenir d'y recourir, de lui donner rendez-vous. Et d'autres fois, de donner rendez-vous aux autorités. C'est vrai que les autorités, souvent, se sont déjà abstenues, puisqu'elles interdisent de telles conférences, et justement pour que ça ne fasse pas des remous. Donc il y a une autocensure préventive. Mais je pense que c'est une lutte qu'il faut mener, une lutte de tous les instants pour défendre la liberté de parole, surtout que cette parole, telle qu'elle s'annonçait, était particulièrement raisonnable, pondérée. C'est étonnant que les médecins, que tant de médecins se soient engouffrés dans cette demande de changer de genre, mais il faut voir que les médecins sont des techniciens. Ils servent le marché de certaines techniques. Les médicaments sont des techniques et ils nous servent des médicaments. Souvent d'ailleurs, les patients viennent avec les indications. Le médecin n'a qu'à les exécuter et à servir. Et là, il y a un produit nouveau qui est le changement de genre, le transsexualisme avec chirurgie ou avec hormones ou avec simple déclaration. Et c'est du travail, c'est un produit qui est sur le marché et les médecins disent devancer la demande,
peut-être même la créer, ils ne le diront pas, mais ils sont présents là où une demande pourrait s'exprimer, et donc ils vous diront qu'ils font leur travail. Et beaucoup d'ailleurs le font plutôt correctement dans ce domaine, en appelant à une certaine prudence, notamment par rapport aux enfants. Mais le propre des mouvements de pensée totalitaire, c'est justement d'adjoindre chaque fois une demande très discutable pour que votre position globale devienne discutable. J'ai entendu une vidéo de Judith Butler qui dit « Mais enfin, c'est scandaleux que des jeunes ne puissent pas changer de genre et disposer de leur corps comme ils veulent. C'est que des jeunes. Mais à partir de quel âge? De 12 ans, de 8 ans, de 14 ans, etc. Et donc, les troupes violentes qui sont au service d'une cause totalitaire ne font pas dans le détail. Pourquoi je dis totalitaire? Parce que j'ai montré maintes fois que c'est une logique binaire, une logique où le tiers est exclu. Et ce n'est pas que ces gens veulent supprimer la différence sexuelle, ils veulent en quelque sorte l'incarner, l'absorber en eux, être à la fois homme et femme, être une femme qui prend des hormones, qui devient barbue, voix grave, et qui ensuite, ayant conservé ses gamètes, va réintervenir comme femme. Donc vous voyez, on part de femme, puis homme, puis femme. C'est une oscillation dans ce que j'appelle l'entre-deux sexuel, l'entre-deux masculin-féminin, l'entre-deux homme-femme. Et c'est une posture, évidemment, qui vaut ce qu'elle vaut. Et ce que j'ai montré, c'est que avec mon schéma de l'entre-deux, et toutes ces postures peuvent avoir lieu à charge pour les intéressés, pour les parents, pour des médecins, pour des analystes, pour des usagers, d'être vigilants. Mais ce n'est plus déjà le problème quand des troupes et militantes et pugnaces empêchent la parole. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est un autre phénomène. C'est ce que j'ai appelé la culpabilité narcissique des autorités. C'est-à-dire que les autorités n'interviennent pas, empêchent des conférences qui pourraient discuter de ces affaires, les empêchent, donc donnent systématiquement raison à des groupes militants et à la cause trans qui devient une cause transcendante, une cause où l'humanité entière devrait se sentir représentée. C'est là qu'il y a quelque chose à la fois de grotesque et de pathétique. C'est que cette cause a la prétention d'être emblématique de toutes les exclusions, de toutes les oppressions. Et c'est un petit peu drôle, mais ce n'est pas drôle du tout quand les autorités feignent de l'admettre et prennent une attitude paternaliste de gens qui doivent faire expier à la société le fait qu'elle a jadis opprimé les homos, qu'elle a jadis pratiqué la traite des Noirs, qu'elle a jadis colonisé. Oui, on est coupable et donc il faut s'incliner quand des gens veulent empêcher
la libre parole. C'est là que, me semble-t-il, il y a un montage pervers très actif, et peut-être qu'il y a un effort évidemment à faire en direction de la police, des services d'ordre, quitte à refaire les réunions, mais en se dotant d'un public décidé à en découdre. Ça existe, des gens qui sont prêts à se battre pour qu'une liberté de parole soit respectée. Et en même temps, il y a un effort beaucoup plus vaste, et je dirais d'explication, je pourrais dire un effort contre-idéologique pour contrer cette idéologie de la culpabilité narcissique où, par complaisance, on laisse ces groupes faire la loi.